Première lueur matinale sur la chaîne alpine. Somptueuse toile de fond pour ce qui pourrait être Turin, Berne ou Innsbruck. Mais nous sommes tout simplement à la Croix-Rousse, d'où le regard domine la bonne ville de Lyon. La capitale des Gaules, moins richement dotée que Rome, ne se connaît que 2 collines. Mais elle s'est employée de bonne heure à en faciliter l'ascension. Toutes les 5 minutes, la ficelle, comme on dit ici, s'envole au-dessus des ruelles du quartier Saint-Jean. Pour grimper à Saint-Just, on trouve des rames doubles des années 80 et, pour accéder à la basilique de Fourvière, on emprunte des petites voitures aujourd'hui plus que trentenaires. Enfin, pour rejoindre la Croix-Rousse, la crémaillère a remplacé l'antique ficelle, jadis chère à Niafron et à son illustre compère. De nos jours, en effet, c'est un véritable métro, manifestement hermétique à tout folklore, qui escalade la colline qui a cessé depuis bien longtemps d'être celle des canuts. Et le rail ne se cantonne pas aux quartiers accidentés. Lyon s'enorgueillit aussi de son tramway, qui serait né avec le siècle, si le 1er janvier 2001 n'avait été malencontreusement férié. De fait, il a fallu attendre le lendemain pour voir les belles rames Citadis débuter leur service régulier sur les 2 lignes. Les 2 premières lignes, devra-t-on dire bientôt, car on n'entend pas en rester à Perrache-Fessines et à Perrache-Porte des Alpes. On l'a compris, cette ville compte parmi celles qui ont réappris à aimer le rail. Peut-être parce qu'elle fut la toute première, voici déjà plus de 20 ans, à bénéficier des bienfaits de la grande vitesse. Autre particularisme lyonnais, les trains de prestige peuvent aussi être transversaux et internationaux. Dans ce registre, on pense tout d'abord au Pendolino, qui, dès sa sortie de Perrache, franchit le Rhône avant de transpercer les Alpes pour rejoindre Milan. Et toujours sur le Rhône, mais sur le viaduc de Saint-Clair, voici la rame de voitures allemandes qui traversera dans quelques heures le Rhin pour atteindre Francfort. Lyon, plaque tournante. Cette vocation, presque aussi ancienne que le chemin de fer lui-même, se confirme sous la rotonde de la Mouche, qui a connu les Pacific, les Mountain et les 2D2 avant d'abriter la cavalerie contemporaine.
À cette heure matinale, la Civic a été commandée pour assurer un train de la ligne de Strasbourg. Mais le dépôt de la Mouche, longtemps voué à la vitesse, a dû se plier aux impératifs de la polyvalence. Bientôt, de modestes 9600 rentreront sous la rotonde et elles y resteront sans emploi jusqu'à la pointe du soir du service banlieue. À 2 pas du dépôt, les 2 itinéraires formant la boucle de Lyon se rejoignent. Pour la branche Perrache, la Z7100 symbolise une activité plutôt locale, alors que la branche Pardieu privilégie les longues distances. Saut de mouton, trafic intense. Les abords de la capitale des Gaules offrent un spectacle digne d'une capitale tout court. À Saint-Fond, ce train de fret quittant les faisceaux de la Guillotière enjambe les voies de l'artère impériale pour s'engager sur la ligne de Grenoble. Plus au sud encore, ce 3e franchissement dénivelé compte parmi les plus récents du complexe ferroviaire lyonnais. Ouvert au début des années 70 dans le cadre des gigantesques travaux d'aménagement du triage de Ciblin, il évite le cisaillement des 4 voies principales par les convois de marchandises qui viennent d'être formés. La 7200 démarre lentement, très lentement, puisque la rampe s'est présentée dès la sortie du faisceau. Mais aussi parce qu'il lui faut laisser le temps nécessaire au dégagement de l'omnibus Lyon-Vienne qui fonce vers le sud. Enfin, à 20 km de Lyon, voici la bifurque de Chasse-sur-Rhône. Venant de Saint-Étienne, la BB 8100, bien assortie à son train de fret tout venant, s'engage sur l'artère principale par le raccordement direct. Quelques minutes plus tard, l'automotrice TER Lyon-Saint-Étienne effectue le mouvement inverse et s'élève jusqu'à s'incurver sur le tablier du saut de mouton. Enfin, entre 2 âges, la BB 9600 file sur Valence avec ses voitures USI. Lyon-Pardieu. Au pied de la tour du Crédit Lyonnais, c'est dans la gare née du TGV qu'est formé le très classique 17705 Lyon-Marseille, avec sa non moins traditionnelle BB 7200 en tête. Image tout aussi immuable en cabine, où Raphaël remplit scrupuleusement ses documents. À 9h23 précise, le conducteur actionne le manipulateur de traction, puis, après les premiers tours de roue, abaisse le panneau avant, selon la règle édictée dès les débuts du 1500 volts. Il ne faudra que quelques instants pour traverser 2 arrondissements de la ville. Déjà, nous rejoignons les voies de Perrache,
Puis nous nous engageons dans la courbe à faible rayon qui va nous donner notre orientation définitive. Plein sud. C'est après ce point dur, difficilement inséré après coup dans le tissu urbain, que débute réellement la montée en vitesse. Et c'est à 120 km/h que la banlieue va défiler sous nos yeux. Une banlieue, à vrai dire, plus exaltante pour la densité de son trafic ferroviaire que pour ses paysages. C'est ici que débute le fameux couloir de la chimie. Dans ces conditions, nous nous projetterons d'emblée à Vienne, enserrés entre le Rhône et les derniers contreforts des terres froides du Nord Dauphiné, et épargnés par les bâtisseurs du rail qui ont choisi de la traverser en souterrain. À 33 km seulement de notre point de départ, Vienne sera le premier arrêt de notre train, qui en observera 12 au total. Car le 17705, tout Lyon-Marseille qu'il soit, n'est en réalité qu'un TER, comme tous les autres trains diurnes maintenus sur la ligne classique. Terminus banlieue déserté en ce milieu de matinée, l'endroit est assidûment fréquenté par les Z7100 aux heures de pointe. Mais Vienne est aussi, pour qui préfère regarder vers le sud, l'origine du parcours de la moyenne vallée du Rhône, véritable introduction au Midi. Ouais, bientôt 48. On a quoi, 3 minutes? Même pas. Dans un premier temps, celui-ci s'annoncera par des signes à peine perceptibles, puis il s'affirmera ensuite de façon beaucoup plus manifeste. Mais nous n'en sommes pas encore là, même si cette section d'entre Isère et Drôme ne manque pas d'attrait, avec ses sinuosités épousant les méandres du fleuve Roi.
Après les vignobles de Tain-l'Hermitage, c'est à l'entrée de Valence que les diesels de la ligne de Grenoble viennent se glisser sous les caténaires de l'artère impériale. À son tour, notre 7200 aborde le site. Raphaël entame sa décélération en interrompant tout d'abord l'effort de traction, puis en appliquant les premières dépressions au frein presse-bouton. Un instant, on se demandera pourquoi ce confluent extrêmement chargé n'a pas été doté, comme beaucoup d'autres bifurcations, d'un saut de mouton. Mais la réponse va se présenter face à nous, évidente. La rampe sud aurait immanquablement buté sur les premiers immeubles de la ville, là où la ligne principale disparaît en souterrain. Au débouché de l'ouvrage, voici la marquise de Valence, ou plutôt de Valence-Ville, puisqu'il faut aujourd'hui distinguer la gare traditionnelle de celle que l'on vient d'ouvrir en périphérie pour la vedette ferroviaire du moment. Mais, nonobstant les TGV, il y a beaucoup de monde sur le quai numéro 3 pour attendre Raphaël et son 17-705. Et à l'heure où la ligne nouvelle s'endort, le chemin de fer classique revit. Sur la voie A, c'est le 5790 Briançon-Paris qui ouvre le bal, après avoir troqué son UM 67-400 contre l'inévitable 7200. À 1h43, l'indétrônable train bleu Vintimille-Paris traverse la gare en trombe, avec la composition qui lui a permis de garder son nom. Retour à l'ésotérisme numérique et inversion des flux. Comme tous les mouvements nord-sud sans arrêt, le 4297 Strasbourg-Nice passe par la voie G. Même trajectoire pour la composition hors norme du train auto 1375 Liège-Bressou-Vintimille. Celui-ci, en revanche, est reçu voie E, car il doit marquer un long arrêt de 2h30 à 2h45. Il s'agit du Pablo Casals, ou, si l'on y tient vraiment, du train 275, que l'on ne trouvera pas dans l'indicateur, car il n'assure aucun service commercial sur son parcours français. Les deux rames Talgo, parties la veille au soir de Zurich et de Milan, ont été réunies à Chambéry peu après minuit. Acheminées en diesel jusqu'à Valence, c'est bien évidemment en traction électrique qu'elles vont reprendre leur route vers la Catalogne et Barcelone. Peu avant 4 heures,
C'est le 5799 Paris-Briançon qui conclut cette nocturne quotidiennement répétée. Dans guère plus d'une heure, les diesels poussés à plein régime vont ronfler dans l'ascension du col de Cabre. Et, un peu plus tard encore, du côté de Veynes, le mécano abaissera son pare-soleil pour se protéger des feux de l'aurore. Mais la vallée du Rhône aussi connaît des petits matins lumineux. Entre Givors et Échasse, le duplex, parti de Saint-Étienne entre Chien et Loup, vient nous rappeler, en franchissant le fleuve, que des rails courent aussi sur la rive droite. Le TGV rutilant n'aura certes que traversé la petite sœur de l'artère impériale, mais ce marchandise plutôt léger, qui s'engage sur le raccordement Perrault-Saint-Rambert d'Albon, vient d'en parcourir une bonne partie. En continuant à progresser vers le sud, on découvre le viaduc de la Voulte. Tardivement reconstruit après la dernière guerre, l'ouvrage ne manque pas d'élégance, même lorsqu'il livre passage à une rame de service dont on ne dira pas qu'elle représente ce que le chemin de fer peut nous offrir de mieux. Enfin, portant encore fièrement les initiales d'un Avignon-Marseille qui n'aura connu qu'une décennie d'indépendance, voici le viaduc jeté entre Beaucaire et Tarascon. Mais cet ouvrage appartient davantage à la transversale languedocienne qu'au radial des deux rives rhodaniennes. La rive droite, éternelle mal-aimée du trafic voyageur, c'est au fret qu'elle offre ses charmes. Car de Givors à Villeneuve-les-Avignon, elle déroule sa double voie dans un cadre naturel souvent pittoresque. Les ruines de Rochemaure comptent parmi les grands classiques de la prise de vue ferroviaire, mais le vidéaste persévérant trouvera bien d'autres ressources. Ici aussi, on l'a compris, les BB 7200 sont omniprésentes, mais pas exclusives. Qui dit marchandise, dit diversité. Bienvenue aux petites dernières de la famille, les BB 27000, revêtus des couleurs de la voie libre. Un choix qui symbolise peut-être les perspectives de développement du trafic fret.
Mais nous rendrons aussi hommage à celles qui font aujourd'hui figure de doyennes, tout en ayant conservé l'une des silhouettes les plus élégantes de l'histoire de la traction électrique. Les inconditionnels des CC 6500 le savent bien. En passant des grands rapides aux marchandises lourdes, elles ont changé de rive. Et, de nos jours, c'est ici qu'il faut venir les admirer. Car la répartition des rôles est aussi ancienne que la cohabitation des deux lignes. Sur la rive droite, le fret, sur la rive gauche, les voyageurs. Hier encore, les rapides avaient belle allure, même uniformément gris. Les corails alignaient volontiers 10 à 12 pièces et, chaque jour, l'Eurostar Bruxelles-Nice venait instiller sa dose d'Europe dans ce site oublié, mais aussi épargné par les aménageurs de la grande vitesse, qu'elle soit ferroviaire ou autoroutière. Vous l'avez deviné, nous nous trouvons désormais dans le défilé de Donzère, emprunté depuis la plus haute antiquité par tous ceux qui marchent, roulent ou même naviguent. L'endroit mérite bien une pause, assortie d'un coup d'œil extra-ferroviaire sur le pont du Robinet. Construit au début du 19e, emporté à maintes reprises par le vent et par les crues, il a été à chaque fois restauré. Même s'il ne supporte qu'un trafic dérisoire, en regard de ce qu'écoule ici le fleuve et le rail. Et le contraste était encore plus criant, à l'époque toute proche où il ne passait pas une dizaine de minutes sans qu'un long filet argent ne vienne effleurer les eaux du Rhône. Mais il reste quelques réminiscences, comme ces trains de pèlerins, interminables par leur composition comme par leur itinéraire, car des falaises de Donzère à la grotte de Lourdes, on comptera un bon demi-millier de kilomètres. Et il reste aussi des TER qui ressemblent à de vrais trains, comme celui que Raphaël emmène avec sa 7281. Car derrière les glaces à inclinaison inversée, nous bénéficierons de la même vue imprenable que celle que le mécano du Mistral savourait voici 30 ans de la cabine de sa 6500 encore immaculée. Quelques kilomètres plus loin, à Lapalus, les rails du 19e et du 21e siècle se côtoient, l'espace d'un instant. Mais malgré cette ingérence, la voie ferrée 150 nerfs affiche encore une santé de fer et, pour l'observateur averti, une certaine variété. La standardisation absolue, si ardemment désirée dans certains bureaux, n'est pas encore en vue.
Heureusement, les 7200 ne sont pas seuls en lice, et tous les trains de fret ne sont pas systématiquement tracés par la rive droite. Dans la banlieue lyonnaise, la densité du trafic impose la souplesse. Au sud, au-delà de Miramas, les trains d'hydrocarbures destinés aux raffineries de l'étang de Berre n'ont pas d'autre possibilité qu'emprunter la voie des seigneurs. Côte d'Azur rapide, Mistral, train bleu. Et dans la moyenne vallée où voisinent les deux itinéraires, les messageries rapides préfèrent parfois la rive gauche, plus performante. PK 700. Depuis Donzère, comme l'exige la tradition, le soleil s'est imposé. Et la citadelle de Mornas, qui se dresse droit devant nous, va nous apporter une confirmation définitive. Nous sommes désormais en Provence. De fait, le couloir de la chimie paraît désormais bien lointain. Et l'on conviendra que la toile de fond du Ventoux, qui domine toute la campagne vauclusienne, vaut bien les torchères de Feyzin. Sur tout ce tronçon, tiré au cordeau à travers la plaine, pas un point singulier ne vient contrarier notre marche et, grâce au dispositif de vitesse imposé, l'aiguille du tacro ne décollera pas du 160 pendant de longs kilomètres. Jusqu'à ce qu'un TIV à 90 vienne annoncer la fin de la piste de vitesse. Nous entrons en Avignon, en nous apprêtant à nous glisser sous le saut de mouton de la ligne de Cavaillon. À 741 km de Paris et 230 de Lyon, le 17705 fait son arrivée dans la Cité des Papes pile à l'heure. Pour le voyageur ordinaire, la visite touristique mérite la journée entière. Mais d'autres préféreront peut-être un monument aussi méconnu que massif. La magnifique rotonde type P, où les locomotives stationnent comme l'on danse sur le pont Saint-Bénézé, tout en rond. À quelques engins monophasés du nord-est et rames de banlieue près, toutes sont venues relayer ici, un jour ou l'autre, les plus jeunes comme les plus anciennes. C'est en Avignon, notamment, que s'est achevée la carrière des CC 7100, au terme d'un demi-siècle de prestige et de performance. D'année en année, la file des machines abandonnées s'allongeait, inexorablement. À l'occasion, quelques agents venaient rompre le silence de la voie des ferrailles et des broussailles lorsqu'il fallait prélever des pièces pour les dernières survivantes,
pour tenir quelques mois encore. Le 8 décembre 2001, la 7102 allait vivre ce que nous croyons être les dernières heures de gloire de la série. Tout a débuté au petit jour, sur les voies de sortie du dépôt, avec ce côtoiement savamment mis en scène. Puis Dominique est venu prendre son service pour assurer le train d'adieu organisé par l'IFC d'Avignon à Nîmes et à Lyon. À cet instant précis, nul n'osait encore imaginer qu'un mois plus tard, cette même 7102 allait faire l'objet d'une préservation miracle et que ses adieux ne seraient qu'un au revoir. Pour les locomotives aussi, il arrive parfois qu'il y ait une happy end. C'est réseau mécanicien de la Bordeaux, là, le train de machine qui fait tête à queue. Oui, je t'écoute. Oui, à l'ouverture, tu viendras derrière le 150, c'est le premier à revers, mais si tu veux, je peux t'arrêter par radio. Ouais, si tu peux m'arrêter par radio, ça m'arrangerait, parce qu'il y a 5 machines. Mais d'accord, mais je t'arrête. Vas-y. C'est bien reçu. Accompagné dans sa sortie de gare par la voix de la régulatrice, Raphaël a tout d'abord longé l'interminable viaduc reliant la ligne de rive droite à celle de Cavaillon. Puis il reprend progressivement sa vitesse à la hauteur de l'ancien triage de Champfleury. C'est le grand viaduc sur la Durance qui marque la sortie de l'ensemble ferroviaire avignonnais. Vient ensuite, du côté de Barbentane, la Montagnette. En fait, une colline calcaire longue d'une dizaine de kilomètres que les milieux ferroviaires réduisent trop souvent à la tranchée taillée dans ce bloc, dont on se demanderait presque s'il n'a pas été posé là que pour contrarier les projets de Paulin Talabot. Mais celui-ci en a vu d'autres. Au kilomètre 760, la ligne du Languedoc débute par le Saut de Mouton de Tarascon. Mais l'artère impériale ne dessert pas la ville, dont la gare, établie à la pointe opposée du triangle, n'est fréquentée que par les trains de la transversale. Puis voici la Crau, rigoureusement plane, jusqu'à ce qu'elle vienne mourir au pied des Alpilles. Pour le technicien, c'est l'un des plus longs alignements droits de France, aisément adapté aux 200 km/h dans les années 1980. Pour le géographe, c'est un site naturel étonnant. À 2 pas de la Camargue gorgée d'eau, cette steppe caillouteuse, brûlée par le soleil, évoque des contrées lointaines. Même si, de loin en loin, des hommes courageux ont réussi à créer des îlots de fertilité.
Après une trentaine de kilomètres parfaitement rectilignes, la traversée du désert s'achève brutalement avec l'approche de Miramas. Une véritable ruche, dont le bourdonnement trahit des charges records. Cas de ce train d'hydrocarbures péniblement arraché par deux 67 000 petits numéros qui commencent à accuser la quarantaine. Point nodal du trafic fret de toute la région, Miramas est longtemps resté beaucoup plus discret dans les tableaux horaires du service voyageurs. Jusqu'à ces dernières années, les grands trains se contentaient de survoler les installations. Mais la nouvelle donne a multiplié les arrêts et le ferroviphile curieux ne saurait omettre celui-ci. Jolie brochette sur le grill du dépôt, où l'on croirait qu'un esthète a classé les locomotives par couleur. Mais d'autres générations sont représentées, comme les CC65-500, qui n'ont pas eu le cœur à remonter vers la Grande Ceinture après avoir ballasté la Provence. D'autres numéros attendent aussi, certains auréolés de prestige. Heureusement, la détentrice du premier record du monde de 1954 n'est pas destinée aux ferrailleurs, mais bien au musée, qui vient d'être créé dans l'enceinte même du dépôt par l'association APAF. Ce petit groupe a eu le mérite de privilégier les traditionnels oubliés de la préservation, comme ces bébés des années d'entre-deux-guerres, ou, plus original et donc plus louable encore, comme ces wagons retrouvés après de longues années au fond de quelques faisceaux perdus. Et tout près de Miramas-la-Cheminote, il faut absolument visiter Miramas-le-Vieux. Que l'on soit sensible au site ou que l'on s'intéresse à l'architecture, le village, perché sur son piton, vaut bien Saint-Paul-de-Vence ou Saint-Trope. Mais ne l'ébruitez surtout pas. Les touristes n'en connaissent même pas l'existence, et les gens d'ici sont très attachés au calme qui fait une bonne part du charme de l'endroit. Surtout à l'heure de la sacro-sainte sieste. Quelques pas encore, et nous découvrons la chapelle Saint-Léger. Un édifice bien modeste, abandonné depuis de longues années et en triste état. Et pourtant, c'est une œuvre du chemin de fer qui a dû reconstruire la chapelle implantée à l'origine dans l'axe des voies projetées. Mais aucun administrateur ne s'est préoccupé pour autant d'y affecter un curé à statut cheminot. L'esprit des lieux aurait-il inspiré les concepteurs de l'ouvrage voisin? Non. Le viaduc de Saint-Chamas, que l'on se gardera bien d'assimiler au style gothique, ne résulte en fait que du savant entrecroisement d'arches plein cintre. Esprit des lieux, disions-nous. C'est à l'heure des matines que nous avons assisté à la traditionnelle procession.
Sur le viaduc de pierre et de briques, les locomotives béton sont largement majoritaires. Et ce n'est pas notre 17705 qui fait exception à la règle. Mais devant nous, les couleurs se font plus variées. Dans les voitures, à cet endroit précis, il y aura toujours un enfant pour s'exclamer « Oh la mer !» Mais ce n'est encore que l'étang de Berre. Un instant, l'immense étendue d'eau a pu faire illusion, tout comme le vert des vignes et des garrigues qui bordent la voie. Et nous allons très vite découvrir un environnement à ne pas mettre une cigale dehors. Après Berre et ses raffineries, viendront Vitrolles et sa zone industrielle, puis Marignane et ses industries aéronautiques. Enfin, face à nous, voici le tunnel de la Nerte. Percé dès 1847, il a longtemps compté parmi les plus longs de France, avec ses 4634 mètres. À la tête sud de l'ouvrage, le soleil inonde la cabine. Nous touchons au but. Mais au débouché dans le vallon des Riaux, lorsqu'on découvre le viaduc du même nom, sur l'amorce de la ligne de la Côte Bleue, il reste encore une douzaine de kilomètres à parcourir. Premier jalon sur ce tronçon des faubourgs, la gare de l'Estac, ignorée des trains au long cours, mais placée au cœur du système. C'est ici que la double voie de Port-de-Bouc se soude à la nôtre, juste avant que la ligne des ports ne s'en détache, avec, dans les deux cas, un passage dénivelé pour faciliter l'écoulement d'un trafic intense. Sur la droite, les bassins de la Joliette illustrent la vocation première de la ville. Mais de nos jours, seuls les trains de fret arpentent les quais du port et tous les mouvements voyageurs viennent faire terminus dans la gare monumentale. Sur les premières aiguilles de Marseille-Saint-Charles, nous sommes à 862 km de Paris-Gare de Lyon. Une distance que le rhodanien des années 70 avalait en 6h33, mais qu'aucun train classique diurne ne couvre plus aujourd'hui de bout en bout. Un instant, la majestueuse lenteur de l'approche nous a rappelé ces temps lointains, où les grands trains finissaient leur parcours au pas, pour ne pas arriver avec 20 secondes d'avance au butoir. C'est exactement l'exercice auquel se livre Raphaël, à ceci près que notre anonyme 17705 a été dirigé sur les voies extérieures pour mourir sous une dalle grisâtre du plus pur style banlieue. La grande halle, on s'en doutait un peu, c'est pour lui. Marseille-Saint-Charles, terminus du train. De la gare, perché sur une butte, c'est par l'escalier monumental que l'on rejoint la ville.
grouillante, odorante, ce qui veut dire vivante, comme toutes les villes du Sud. Mais nous ne nous attarderons pas sur les senteurs de rascasse des quais du Vieux-Port, ni sur les émanations de gazole d'une circulation délirante. Dans le presque paisible boulevard Chave, il y a le fumet de l'ozone, grâce à ce tram qui est aujourd'hui le plus ancien de France. Sur ce critère précis, Lyon bat Marseille par 1-0. Pour le métro, en revanche, les deux villes sont à égalité, puisqu'elles l'ont découvert l'une et l'autre à guère plus d'un semestre d'intervalle. Mais Marseille offre d'autres correspondances. Dans leur cabine, que l'on appelle passerelle, large comme une salle de bal, c'est à une véritable continuité que nous convient ces navires qui, chaque soir, appareillent de la Joliette. Certes, le butoir de l'artère impériale est maintenant derrière nous, mais l'adjectif, lui, peut poursuivre sa route, tout comme l'ont fait les sœurs de notre 7281. Car, au bout de la traversée, il peut y avoir cette île qui a vu naître un empereur. À moins que l'on ne préfère la terre d'Afrique, sur laquelle les bébés 7200 ont étendu leur empire.